Amis réfractaires, aujourd'hui on est lundi et comme chaque lundi, on va faire une petite revue de presse pour se tenir au courant de ce qui se passe un peu dans le monde. Et on commence direct avec une histoire qui avait démarré il y a quelques semaines de cela plutôt mal et qui s'est conclue aujourd'hui d'une belle manière. Et cette histoire, c'est celle de l'élection présidentielle en Bolivie. Le Monde diplomatique avait publié un chouette article là-dessus qui résumait très bien la situation. En gros, après la victoire de Morales dès le premier tour, un rapport qui venait d'une institution proche des États-Unis affirmait par une étude statistique qu'il y avait une triche électorale. Le terreau de la révolte était alors fertile. Il y a eu des manifestations, puis les médias occidentaux, l'armée et les syndicats sont entrés dans le jeu et finalement, Morales a démissionné pour laisser sa place à une sénatrice qui, accompagnée de l'armée, voulait assurer un gouvernement de transition. Et on a appris après une enquête du Time que cette enquête statistique c'était du bidon, ce qui fait que ça ressemble plutôt à une déstabilisation ou à un coup d'état. Sauf que le souci évidemment c'est que quand tu vires un président sous couvert de démocratie tout ça, t'es obligé de faire une élection derrière. Une élection que tu contrôles pas forcément. Résultat, le dauphin de Morales qui s'est présenté dans ces élections l'a remporté dès le premier tour à plus de 50%, c'est-à-dire plus que Morales lui-même il y a quelques mois. Comme quoi, des fois, l'oligarchie elle souhaite des trucs, elle met en place plein de stratagèmes comme ça, et finalement c'est le peuple qui a le dernier mot. Ce qui est plutôt réjouissant. Autre revers, malgré tous les efforts de Dupond-Moretti, Sarkozy a bien été mis en examen pour cette histoire de dingue qu'est le financement libyen. On se tiendra bien sûr au jus de tout ça et notamment en relayant une future vidéo de la chaîne État Cryptique qui va largement commenter cette affaire dans les semaines à venir. Et sinon, il y a d'autres nouvelles d'une entreprise qui fait souvent l'actualité mais jamais pour de bonnes choses, c'est BlackRock qui est le premier fonds de pension du monde. Pour rappel, pendant le confinement, ils ont gagné 550 000 € de la part de l'Union européenne pour fournir des conseils concernant évidemment la transition écologique vu que c'est des experts dans le domaine. Après, je suis mauvaise langue parce qu'il y a quelques temps, le PDG de la boîte, il a quand même envoyé une lettre qui était plutôt sympa. Il parle d'urgence climatique, du fait que ça concerne les entreprises, qu'il faut s'attendre à un grand changement et notamment pour savoir où seront alloués les futurs capitaux. Il finit même par un éloge de la transparence, c'est vous dire. C'était beau et c'est enfin la preuve que le monde financier, malgré son envie d'avoir des bénéfices et tout ça, va réussir enfin à orienter le flux monétaire dans une transition écologique dont on a tous besoin, ou presque. L'entreprise a voté quasiment contre toutes les mesures écologiques proposées lors des assemblées générales des grosses boîtes de Wall Street. Elle a même voté contre les mesures de la coalition d'investisseurs pour l'action climatique, un collectif qu'elle avait pourtant rejoint, histoire de se la péter un peu. Au final, BlackRock avec ses beaux discours, c'est pire que BlackRock tout court, puisqu'ils ont fait encore de plus mauvaises choses en 2020 qu'en 2019. Bref, c'est pas aujourd'hui que le monde financier va sauver le monde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette lettre envoyée par le PDG de BlackRock, qui montre bien que, au-delà du verdissement, tout ça, que le monde de la finance va vraiment se réapproprier le bouleversement climatique et qu'il faut s'attendre à des opérations de com assez poussées là-dessus. Comme on le verra juste après avec les éoliennes, tout ça, ça va être surtout un moment où les capitaux vont se réorienter parce que la consommation et la demande va se réorienter et donc il y a des entreprises qui vont pouvoir se faire un paquet de pognon là-dedans et on va pouvoir rebalancer sur un autre cycle de consommation et de production, mais cette fois totalement vert. Enfin, totalement vert. Tu m'as compris. Donc rien ne sera planifié, rien n'ira au bon endroit, mais ça va être l'occasion pour quelques personnes de se faire un tas de fric immense. Parce qu'à la bourse, il n'y a pas vraiment de crise ou ce genre de choses. À la bourse, c'est soit tu arrives à profiter d'une situation, soit tu ne profites pas de cette situation. Voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu as des gagnants. Et ce décalage entre le discours et les actes, ça rappelle ce qui se passe en ce moment au CHU de Nantes, où tu as 100 lits qui vont être supprimés, malgré le fait que le président, il ait défendu le couvre-feu pour éviter de saturer ces mêmes lits. Mais évidemment, Macron, il fait pas ça parce qu'il est méchant en soi. Enfin, c'est pas Monsieur Burns, quoi. Donc lui, plutôt, ce qu'il fait, c'est qu'il fait avec les contraintes qu'il a, c'est-à-dire, si tu veux libéraliser l'hôpital, à un moment ou à un autre, il faut casser ce service public-là. Et pour faire ça, tu as des techniques de management très précises que Mediapart décrit dans un article où il parle justement du CHU de Nantes. Déjà, il y a un manque de personnel surmené par une grande rotation des employés, ce qui permet de justifier ensuite la fermeture de lits. En tout, à Nancy, il manquerait quand même 1400 postes. Un manque de personnel à tel point que les chambres et les lits ne sont pas nettoyés tous les jours malgré le Covid. Manque de gens, manque de lits et forcément, les patients sont envoyés à d'autres services où ils ne reçoivent pas les bons soins. En fait, de base, les hôpitaux sont déjà saturés et c'est juste dingue. Puis il y a la logique de management à la Bouygues Télécom, avec des plannings refaits du jour au lendemain, un usage massif des contractuels et le transfert de soignants dans des services en dehors de leurs compétences. Il y a une semaine, quand le personnel a appris que
le CHU faisait un bénéfice entre guillemets de 3,3 millions d'euros, ils sont rentrés en grève, sachant que 280 lits vont être supprimés pour 2026. Donc bref, on continue, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les discours, à tirer sur la corde de ces travailleurs qui n'ont pas d'autre choix de toute façon de sauver les gens, mais qui sont dans un mépris total du gouvernement, ce qui est franchement assez dégueulasse et malsain. Et au début tu dis oh mon dieu quel scandale, et là tu as une espèce d'habitude de quelque chose de dégueulasse qui est un sentiment un peu étrange, un sentiment d'agacement je pense. Et le plus rageant c'est que c'est nous qui allons payer ce genre de conneries, parce que si seconde vague il y a, comme ils racontent partout dans les médias, et c'est pas leurs proches qui vont mourir dans les hôpitaux publics, c'est nos proches qui vont mourir dans les hôpitaux publics. Ça c'est pas ouf. La question est jusqu'où ils vont aller dans l'indécence et quand est-ce qu'on va pouvoir leur opposer une résistance populaire. Et en attendant que l'insurrection vienne, la meilleure des armes ça reste encore de s'informer et d'informer les autres. Sachant qu'il n'y a pas que ça, parce que l'aboutissement d'une société néolibérale, de manière un peu faussement paradoxale, c'est la mise en place d'un État autoritaire. Et à propos de ça, tu as Acrimed qui a lancé un appel avec 50 autres collectifs pour dénoncer les nouvelles règles du maintien de l'ordre qui avaient déjà été édictées il y a quelques semaines mais qui sont là mises en application très concrètement. Le 3 octobre, une action de blocage de plusieurs aéroports a eu lieu un peu partout en France. À 9h par exemple, ce sont des centaines de militants sur le tarmac de Roissy qui sont venus bloquer la circulation aérienne. Bref, c'est une action de désobéissance classique, suivie évidemment par des journalistes, sauf que cette fois il y a eu un souci. Tous ont été interpellés et seuls ceux qui ont la carte de presse ont été autorisés à filmer pendant l'action. Les autres ont été isolés et 5 d'entre eux ont fini en garde à vue. Et ça alors que Darmanin sur France Inter, il avait affirmé, mais sans broncher comme un petit menteur qu'il est, le fait que les journalistes, évidemment, s'ils n'avaient pas leur carte de presse, ils pourraient quand même exercer leur métier. Or là on l'a vu dans cette action dans les aéroports, mais aussi très récemment dans une manifestation un peu plus sauvage, dès que les policiers ont l'occasion d'interdire un journaliste sous le prétexte de la carte de presse, ils le font. Ils le faisaient déjà avant, alors que maintenant ils ont l'aval du ministère de l'Intérieur, évidemment ils vont en abuser. C'était prévu, c'était prévisible, ça s'est passé et Acrimed le dénonce. Et tout ça, ça amorce une nouvelle ère du journalisme militant qui va être un peu délicate quand même, on va pas se mentir. Bref, c'est la merde et c'est dans ce contexte que Bastamag nous a raconté au début du mois une histoire qui s'est passée en Corrèze. En 2018, une association de préservation de la forêt veut acheter 8 hectares de bois en Corrèze avec une riche diversité et organise des visites pour sensibiliser le public local tout en récoltant des fonds nécessaires. Cela devient d'ailleurs une belle histoire quand l'initiative déborde sur internet et reçoit 50 000 €. En avril, le compromis de vente est signé et il n'y a plus rien quoi. Plus aucune nouvelle, plus aucun échange cordiaux, c'est silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas compliqué. Le vendeur, qui était un ancien maire, a reçu la visite de 2 agents des renseignements territoriaux et 3 gendarmes en uniforme qui lui ont affirmé que l'association était un faux semblant pour ce qui était en réalité des anarchistes écolos de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui voulaient installer des yourtes dans les bois. Et je vous jure, c'est pas une blague, ils ont même fait de même avec les agriculteurs du coin, dont un qui a fini par racheter les terres au double de l'offre des citoyens pour tout raser évidemment et vendre le bois. Au final, 90% des arbres ont été coupés sur 8,5 hectares, ce qui est une aberration, mais surtout ce qui est illégal, mais forcément ça n'a pas été jugé comme tel par la direction départementale du territoire. Parce que la direction dépend elle aussi de la préfecture. Voilà, tout va bien. Ce qui est un nouvel exemple de la confusion du pouvoir quand le recours dépend de la même institution que ceux qui appliquent la loi. La 5ème République, c'est vraiment aux petits oignons. Ça rappelle en tout cas cette cellule Déméter où la FNSEA et la gendarmerie travaillent ensemble pour défendre l'agrobusiness et les dérives idéologiques entre guillemets des écolos et des animalistes. Basta a d'ailleurs fait un article au début du mois qui résume bien cette nouvelle dérive qui consiste donc à mettre des gendarmes et des caméras de surveillance subventionnées plutôt que de miser sur la transparence et l'éthique dans la production. Évidemment, ce qui a fait l'actualité, c'est le meurtre de ce prof d'histoire. Et là, on est dans une situation où on est au début et donc forcément, t'as beaucoup de gens qui en parlent et qui ne font que répéter les mêmes informations qui nous arrivent au compte-gouttes. Ce qui fait que par rapport à d'autres, on n'a franchement pas énormément de choses à dire, surtout que là, on a un combo qui est plutôt dangereux, c'est-à-dire que à la fois, on a peu d'informations pour vérifier quoi que ce soit et de l'autre côté, c'est quelque chose qui est chargé d'émotions. Donc, on a tendance en réalité à appliquer notre histoire de narrative qu'on a vue avec la vidéo sur la Bolivie, qui fait que on aimerait par exemple critiquer Macron parce que c'est ce qu'on fait toujours, et donc on va prendre cette histoire-là et vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations, on va pouvoir faire toute une histoire qui va critiquer Macron alors que peut-être l'histoire est plus complexe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas en parler ici et maintenant, tout simplement parce que je veux pas tomber dans le biais de confirmation en prenant des petites informations là et là qui sont à peine vérifiées et construire une histoire alternative qui appuierait mon idéologie, ma pensée, etc., etc.
Tout simplement parce que c'est dangereux, que ce prof d'histoire ne mérite pas ça et que si on attend encore un petit peu, quelques jours, quelques semaines, on aura suffisamment d'informations pour véritablement essayer de décrire ce qui s'est passé. Alors évidemment, je ne dis pas que le seul responsable de cette histoire, c'est celui qui a commis le meurtre et qu'il n'y a rien à dire sur l'éducation nationale, sur la police, sur Macron, tout ça. Je dis juste que si on veut le faire de manière crédible et honnête, eh ben, il faut attendre un petit peu que des journalistes d'investigation fassent le boulot et nous ressortent des informations importantes. Mais sans ça, on est dans l'émotion et l'émotion n'a pas trop sa place ici. Mais pour ceux qui sont curieux, je vous mets quand même quelques liens en description si vous voulez creuser. Et on finit avec deux informations qui sont assez courtes mais plutôt chouettes. Reporter nous partage un texte sur les masques toxiques qui ont été distribués aux enseignants mais aussi aux autres fonctionnaires. Et ça, dans la précipitation évidemment de l'épidémie vu qu'il n'y avait pas de masques en stock, mais aussi pour respecter les normes européennes. Après l'appel de la Ronce, Extinction Rebellion de Bordeaux ont dégonflé 220 SUV dans les quartiers bourgeois de la ville. Comme toujours, il y a plein de conséquences directes et indirectes à ce genre d'action et on en a causé dans une vidéo la semaine dernière. En tout cas, le mouvement écolo en France, il a fait une rentrée tonnerre parce que tu as des actions de partout, ça fait franchement plaisir. Que ce soit radical ou pas, sur du sabotage ou sur l'éducation populaire ou sur du blocage, c'est vraiment chouette de voir que même après le confinement, il y a quand même des actions qui s'organisent. Et on va sans doute faire une vidéo dans les prochains jours où on va discuter justement de toutes ces actions écolo qui sont passées ces derniers jours. Et pour finir, comme d'habitude, on va parler de 3 articles de fond. Le premier, c'est Reporter qui nous parle des installations éoliennes massives dans la campagne pour verdir la France. Ça fait des belles photos, mais d'après l'article, en réalité, c'est pas très écolo et ça n'a pas beaucoup d'avantages, si ce n'est le fait de créer ex nihilo un marché pour les très grosses boîtes. Il souligne que le problème de la transition est avant tout social. Il faut trouver un mode de fonctionnement dans la société pour consommer beaucoup moins d'énergie si on veut aboutir à quelque chose de viable et de fiable, et non pas à faire perdurer la même consommation avec une énergie présentée faussement comme renouvelable. Le Monde, eux, parle de la stratégie de campagne d'Emmanuel Macron qui va se présenter comme le protecteur de la nation et du peuple. Un article publié avant les attentats qui va prendre aujourd'hui encore plus de sens. Le Diplo, eux, ont partagé un papier juste après les annonces de Macron sur le couvre-feu, et ça concerne George Orwell sur l'origine de ses idées et surtout la mise en application souvent détournée dans nos sociétés. Et c'est là-dessus qu'on termine cette revue de presse du Canard Réfractaire. Chez nous, il y a des vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi, et si tu ne veux rien louper, eh ben, tu peux t'abonner. Voilà, ça fait plaisir. On se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, des bisous et à la prochaine.